je serais parti un peu plus sur la beauté, j'aurais continué, j'aurais fait beaucoup plus de thunes beaucoup plus rapidement. Ce que j'aime bien, c'est impatient sur les actions, mais patient sur les résultats. Il faut être plutôt impatient avec soi-même pour avancer sur les actions que tu peux faire, mais en revanche, tes résultats, t'as pas un impact direct dessus, donc t'es obligé d'être patient avec. Flo, c'est quoi tes challenges SEO pour 2025? Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là, c'est je vais recruter un gars comme moi qui va me remplacer. Sauf que si tu recrutes un gars comme toi, ça va être 2 fois toi et vous n'allez pas avancer. Salut et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de podcast. Comment vous allez déjà tous les deux en ce lundi matin? Nickel. Lundi après-midi pour moi. Lundi après. Lucas? Très bien aussi, lundi 9h, donc début de la semaine. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de commencer la semaine qu'un petit podcast ensemble avec un super invité, donc au top. C'est clair, en plus, tu as l'air d'être dans un endroit très cosy avec ce petit fond sur la montagne, là, à l'aube de Noël, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on reçoit Florian, je pense qu'il ne vous est pas inconnu auprès de notre communauté qui nous suit, parce que c'est un grand monsieur dans le monde du SEO et pas que, de l'entrepreneuriat de manière plus générale, et également de l'édition de site et de l'affiliation. Ça fait plus de 8 ans que tu es dans ce domaine, tu es un des plus gros acteurs français à ce sujet. Tu vis à Bali, bon, tu te déplaces pas mal et on le sait parce que tu fais beaucoup de building public, on y reviendra, mais d'ailleurs j'aime beaucoup tes formats vidéo, ce serait cool, on mettrait également le lien dans les descriptions pour que vous allez voir tout ça. J'ai vu que tu étais notamment d'ailleurs en Thaïlande récemment sur ta dernière vidéo où tu as interviewé Léo d'ailleurs à un moment qui est venu aussi sur le podcast. Donc très très cool. Tu as cofondé les Makers, qui est un média autour du business en ligne de manière générale avec une communauté gratuite dessus, très active. Et tu as aussi cofondé Audience Mastery, où tu vas livrer du coup tous tes secrets pour devenir rentier grâce à Google et tous tes secrets d'affiliation, d'édition de site. Tu as une très grosse communauté sur Twitter, très active avec plus de 20K de followers. Et on a beaucoup de questions à te poser avec Lucas. Donc on a hâte d'enregistrer cet épisode. Et avant de commencer, petit mot à notre sponsor, Planet Hoster. On le remercie de sponsoriser cette vidéo. Planet Hoster, c'est quoi? C'est un hébergeur web qui est un des plus quali dans le marché français. Il a été cité d'ailleurs récemment par Le Parisien dans le top 10 des meilleurs hébergeurs web de 2024. Donc quelques mots sur Planet Hoster, un support très très réactif, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc quand on traite sur des hébergeurs web, qu'on a plein de sites, c'est vraiment top. Une grosse performance et une disponibilité avec un uptime de plus de 99,9%. On est sûr que notre site est toujours dispo, ils sont très bons en cybersécurité et c'est aussi un hébergeur web qui est très porté sur l'écologie, donc ce qui en fait sur plein de critères une très bonne solution. On en reparlera un petit peu plus tard et ils ont un code promo pour nous, ils ont dégoté 35% de réduction sur toutes les offres Planet Hoster avec le code PHA-position 0 qu'on mettra également dans la description, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'héberger votre site, c'est dans la description. J'ajoute juste un truc par rapport à ça. J'ai fait mon premier site quand même sur Planet Hoster. C'est lui qui m'a rapporté mes premiers 2000 €, donc voilà. Merci Planet Hoster. Magnifique, bon, vous ne pouvez pas mieux introduire. Nickel, bah du coup on va introduire le premier format, Florian. Le premier format, c'est la marmite du SEO. Du coup la question qu'on te pose là, c'est un petit peu comment tu es tombé dans la marmite du SEO, en tout cas dans la marmite de l'édition de site et de la création de site web avec de l'affiliation au départ. Raconte-nous tout ça. Alors l'histoire commence en 2016. Non, j'étais en voyage en Australie à l'époque et j'ai appelé un de mes potes qui était installé à Tokyo simplement pour prendre des nouvelles et pour me dire ok, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là à Tokyo, comment il vit à Tokyo aujourd'hui. Et c'était un très bon pote d'enfance. Et je l'appelle et il me dit bah là moi je suis en train de faire un truc, je crée des sites internet et je gagne de l'argent avec de l'affiliation et désolé pour le bruit, je gagne de l'argent avec l'affiliation et voilà comment je fais. Je dis ok, moi je le crois à 100%, je me lance dedans. Fin 2016, début 2017, je lance mon premier site avec Planet Hoster, un premier site sur la niche des ongles. Et ce site, en fait, il fait de 0 à 2000 € assez rapidement. Enfin, rapidement, on va dire, en l'espace de 18 mois, sachant que je commençais, tu vois, vraiment, je connaissais rien au SEO.
Donc, j'ai appris sur différents forums comme... je me souviens même plus du nom. C'était quoi déjà? Bref, c'était un forum à l'ancienne où j'apprenais le SEO dessus. Mon pote qui lui avait commencé un peu avant m'a un peu donné les directions où aller. Et voilà, j'ai commencé le SEO avec l'édition de site, donc SEO et affiliation. Trop bien. Et du coup, pourquoi tu choisis la niche ongles au départ, tu vois? Parce que c'est assez original, tu vois. Regarde ma manucure. Non, alors pourquoi j'ai choisi les ongles? C'est un peu un gros hasard. J'habitais dans une coloc en Australie et un soir, on était calés dehors, on buvait des verres fin de journée. Et il y a une de mes colocs qui me dit, en fait, j'étais en train de brainstormer avec eux, je disais, il faut que je trouve une niche, je ne sais pas quoi trouver. Et il y a une de mes colocs qui dit, bah écoute, moi je viens d'acheter une lampe UV pour ongles à ma sœur pour son anniversaire et il n'y avait aucun comparatif en ligne. J'ai rien trouvé, je ne savais pas laquelle choisir, etc. J'ai dit say no more et je suis rentré dans ma chambre. J'ai fait mon premier comparatif de lampe UV pour ongles et je connaissais absolument rien dessus. Et voilà, je suis rentré là-dedans. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai trouvé une fille que je payais vraiment, vraiment pas cher. À l'époque, c'était une Française. Elle me faisait tous mes articles. Elle était un peu passionnée par la beauté. Donc ça, c'est au bout de 3-4 mois où j'ai commencé à recruter ma première rédactrice. Et ça m'a permis en fait de faire des beaux articles en beauté. Donc moi, je m'y connaissais rien du tout, mais voilà comment je suis tombé dedans. Tu es devenu un vrai expert de l'ombre depuis. Bravo, c'est magnifique. Tu Ouais. es actuellement à Bali. C'est un endroit qui, je sais, attire beaucoup d'entrepreneurs français notamment. Depuis combien de temps? Pour ma première question, et pourquoi aussi ce choix? Alors là, ça fait 5 ans que j'y suis de manière continue, c'est-à-dire que j'habite vraiment ici, pré-Covid. Pourquoi je suis venu ici? 2016, en fait, juste avant l'Australie, j'ai fait un passage à Bali. Et je me souviens à l'époque, j'ai dit, je reviendrai ici. J'essayais de regarder déjà, est-ce qu'on peut travailler dans un hôtel, est-ce qu'on peut travailler quelque part, comment je peux travailler et vivre ici. Et je me suis dit que j'allais revenir. Et 2 ans plus tard, grâce à ce site d'ongles, je suis revenu. Et en fait, à l'époque, il y avait Peter Levels et pas mal d'acteurs du web et du digital nomadisme sur Twitter qui parlaient de Dojo, qui est un coworking, un espace de coworking ici. Et c'était l'un des meilleurs à l'époque. Donc, j'ai pris un billet d'avion, je suis venu ici solo. Je suis parti dans l'espace de coworking. On m'a indiqué une guest house où aller. Je suis allé dans la guest house. J'ai rencontré des Anglais et des Australiens qui sont devenus mes meilleurs potes aujourd'hui. Et tous les jours, en fait, c'était la même chose, même routine. On se levait le matin, on allait à la salle de sport. On allait tout le temps dans la même salle climatisée dans l'espace de coworking. On bossait jusqu'à ce que la nuit tombe. Et après, on rentrait à l'hôtel. Au passage, on voyait tous les bars remplis. On se disait, OK, on sort ce soir. Et on faisait ça tous les jours. Et donc ça, c'est le 2018 de Bali. Je suis vraiment tombé amoureux de Bali à l'époque. Et je suis revenu en 2020 parce que j'avais quelques potes australiens qui étaient là et je cherchais un endroit où aller. Et je suis arrivé ici et après 1 mois et demi ici, j'ai rencontré une fille qui est devenue ma fiancée. Elle est de Hollande, je suis de France. On s'est rencontrés là, on a décidé de rester pendant le Covid. Et voilà, aujourd'hui on est là, on a un chien, on est installé depuis 5 ans et on y est bien. Magnifique. On te souhaite d'y rester le plus longtemps possible parce que tu as l'air d'être bien installé et c'est cool. On voyait beaucoup de monde qui parlait effectivement, on en voit beaucoup hein, des personnes qui s'installent sur Bali. C'est vrai j'ai vu qu'il y avait énormément de coworking, énormément de réseaux aussi pour réseauter de personnes qui ont des business, qui sont sur place. Donc moi perso j'en ai entendu que du bien sur cette partie-là, donc content que tu t'y sentes bien. Et quelque chose qu'on retrouve beaucoup là sur les podcasts qu'on a tournés cette année, ceux qui ont écouté les épisodes précédents, ils vont s'y retrouver aussi, c'est l'importance de l'entourage. Tu vois, je trouve on le retrouvait, alors c'était plutôt, on a reçu plusieurs autres personnes qui font de l'affiliation, qui sont partis ensemble à Malte, qui ont bossé ensemble là-bas. Alors t'es pas obligé de partir à Malte ou à Bali pour trouver un entourage ou autre, mais c'est vrai que le fait de rencontrer des personnes qui font la même chose que toi, d'essayer de les côtoyer. Et là, en plus, vous êtes dans un environnement où vous allez tous les jours travailler ensemble, vous échanger. Et en fait, ça te permet d'avancer aussi beaucoup plus vite, quoi. Ouais, tu vois, pour rebondir là-dessus, j'ai créé la communauté gratuite des makers exactement dans cette optique-là, dans le sens où j'ai remarqué qu'il y avait un peu un syndrome d'être tout seul, tu vois, quand tu bosses en ligne, surtout quand tu débutes, où tu es toujours un alien dans ta famille, tu as un alien envers tes potes, et tu te sens seul. Et la plupart du temps, si une personne est pas assez forte mentalement,
elle va abandonner parce que voilà, elle va se dire en fait je suis fou, je reviens dans un monde normal, etc. Et moi en fait j'ai voulu créer la communauté des makers pour justement que les personnes se retrouvent dedans, qu'elles disent moi j'habite à Paris, moi j'habite à Lyon, j'habite en Auvergne, j'habite à tel endroit, j'aimerais rencontrer des gens autour de moi. Et en fait le but de cette communauté c'est ça, c'est de s'entourer parce que il n'y a pas une meilleure chose que s'entourer de personnes qui ont le même objectif que toi pour l'atteindre. Ouais, c'est clair. Mais je m'en suis rendu compte de fois en avançant. Parfois, rencontrer la bonne personne, ça peut te faire gagner 1 an de temps, tu vois. Et c'est bien plus supérieur que suivre plein de formations, lire plein de livres. Le fait de discuter physiquement avec quelqu'un, bah, ça démultiplie tes idées et on est fait de la somme des interactions de chacun et c'est comme ça qu'on grandit, tu vois. Donc c'est top et effectivement, c'est génial du coup que tu aies pu fonder cette communauté gratuite. Tu peux nous en dire plus peut-être où c'est qu'on peut la retrouver, qu'est-ce qu'on reçoit en tant que membre de la communauté, comment ça se passe un petit peu aujourd'hui? Alors, si tu veux, tu peux aller sur school.com/les-makers et là, tu rejoins la communauté gratuite. Tu n'as rien besoin de donner, c'est tout gratuit. Donc, tu as la communauté, tu rentres, tu te présentes, tu vas sur un post dédié à ça justement et tu regardes où les personnes vivent. S'il y a une autre personne qui est à Lyon, bah, tu dis moi aussi je suis à Lyon. Vous rencontrez en physique ou alors vous créez un groupe WhatsApp, peu importe. Et à côté, tu as une petite partie où je file une formation gratuite. En gros, c'est un challenge de 30 jours pour générer ses premiers revenus en ligne. Donc c'est un truc très simple, très loi de Pareto, 80-20, c'est vraiment aller droit au but et faire ses premières commissions en ligne. Et donc ça, c'est ce que tu trouves. Et après, tu as toute une liste outils et ressources qu'on donne. Donc si tu veux apprendre un métier du web, si tu veux trouver des programmes d'affiliation, etc., tout ça, c'est vraiment gratuit. Donc voilà. Top. Bon, on mettra le lien dans la description pour ceux qui veulent y aller. Et du coup, Florian, moi, j'ai une petite question. Tu vois, beaucoup de gens de la communauté SEO ou édition de site en général, pendant longtemps, ils te connaissaient sous le nom d'Asynchrone. À quel moment il y a 2 étapes, je trouve, un peu. Tu vois, j'ai remarqué que récemment, ton branding a un peu changé. Tu es placé plus sur Florian Daroman, un peu moins sur Asynchrone. Donc ça, je veux bien que tu nous racontes. Mais avant ça, tu vois, à quel moment tu passes de faire de l'onglerie à te dire, OK, ben, en fait, maintenant, je veux former d'autres personnes à le faire et je prends ce nom d'Asynchrone et je partage mes tips. Et ensuite, next step, à quel moment tu passes de Asynchrone à être un peu plus Florian, entre guillemets, et personal branding, quoi. Alors à l'époque, j'ai vu la lumière et tout s'est éclairci. Non, alors en fait, l'histoire, c'est que cette même personne du début, celle qui était à Tokyo à l'époque, lui a décidé de partir. Donc c'était mon partenaire dans le sens où on bossait énormément ensemble. Tu vois, on avait fait le Chiang Mai SEO 2019 ensemble. On avait fait beaucoup d'éditions de sites ensemble. Et lui, il a décidé de prendre un virage crypto. Et dans ce virage crypto, il est parti sur Twitter. Et comme il est très bon pour hyper les gens, il m'a dit écoute, il faut que tu te mettes sur Twitter, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Je dis ok. Et du coup, j'ai commencé à partager sur Twitter simplement en fait ce que je connaissais, mon expérience, voilà ce que c'est l'édition de site, voilà comment créer ton site. Et ça a pris très très rapidement. Donc ça en fait, c'est comment je me suis lancé. C'était pas du tout prévu à la base. Ça a pris rapidement et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu de partager, ça m'a plu de... tu vois, on parlait de se sentir seul. Et là, tu te retrouves d'un coup avec plein de monde, tu vois, qui vient parler, des gens que tu rencontres en physique aussi. Tu vois, là, j'étais à Chiang Mai la semaine dernière. J'ai rencontré tous ces gars de Twitter en physique. Donc, tu vois, il y avait ce côté-là du SEO qui est derrière son ordi et qui rencontre personne, qui est cassé parce que je suis sur Twitter et je rencontre beaucoup de monde. Asynchrone, c'est un nom au hasard, vraiment. Aujourd'hui, je pourrais donner des significations de tous les côtés. Mais voilà, c'était un nom au hasard. J'ai pris un nom. Il me fallait un nom, je me suis lancé. Et pour répondre à ta question, pourquoi j'ai fait ce switch à Florian Daroman, tout simplement parce que j'en avais marre de ce pseudo. Sur Twitter, c'est marrant, mais tu vois, si tu vas sur YouTube, si tu vas sur Instagram, j'ai pas envie de me présenter comme Asynchrone. Je me voyais mal faire une conférence devant 1000 personnes plus tard. Bonjour, moi c'est Asynchrone. Donc voilà, je suis revenu à mon prénom, mon vrai nom. Et pour la petite parenthèse, c'est Daroman du coup. C'est noté. On a plein de questions à te poser, donc je te propose qu'on enchaîne directement sur le second format.
qui est le pain sur la planche pour s'intéresser davantage à toi, à ton quotidien d'entrepreneur. Alors déjà, pour faire une petite introduction, une petite prémisse à ce format, moi je t'ai tombé sur un de tes tweets récemment où tu avais expliqué un petit peu ton cheminement entre 2023 et 2025, où tu disais justement que 2023, tu avais un peu vendu tes sites, arrêté ta première formation, qu'en 2024, tu t'étais concentré sur de nouveaux canaux de trafic avec une nouvelle offre, une nouvelle équipe. Et en 2025, tu as pour objectif de publier sur plein de plateformes différentes, à grande échelle. Et donc, on voit que tu délivres énormément. Et donc, on aimerait bien connaître un petit peu tes principes. Comment tu fais, comment tu organises tes journées pour autant délivrer d'un point de vue sur tes business, mais aussi pour ta communauté, pour ton image perso. Comment tu arrives à gérer un peu tout ça au quotidien? Alors, pour gérer tout ça, je pense qu'il faut deux trucs. C'est un mélange de motivation et de discipline. Et ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est prendre des informations d'une personne pour apprendre quelque chose. Tu vois, par exemple, les pubs, j'ai pris un mastermind, j'ai assimilé un maximum d'informations. J'ai profité de ma motivation pour me lancer et faire un maximum. Et ensuite, je profite de ma discipline pour tenir dans le temps. Mais entre-temps, entre la motivation et la discipline, j'essaye de créer des process pour recruter des personnes qui, eux, sont plus disciplinés que moi et vont tenir dans le long terme pour s'occuper du truc. Donc ça, c'est ma façon de procéder à chaque fois. Et si tu veux, en fait, ça s'est fait étape par étape où j'ai recruté des mauvaises personnes, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Ça fait depuis, je pense, 2018, fin 2018, que j'essaye de recruter hors rédacteur. Tu vois, vraiment des personnes qui peuvent m'aider, tu vois, que ce soit des assistants, que ce soit des project managers, etc. Je me suis à chaque fois cassé la gueule et aujourd'hui, je pense que j'ai bien trouvé ma façon pour recruter. Et en fait, la clé de cette distribution, c'est de recruter et recruter des personnes qui ont vraiment les épaules, comme Quentin aujourd'hui qui me pose sur les makers. Sans lui, la machine, elle tombe. C'est lui qui est autant régulier, que ce soit pour la newsletter, pour la publication d'articles, manager les rédacteurs, etc. C'est lui qui prend tout en charge. Et sans lui, ça ne tiendrait pas. Donc, c'est recruter un A-player comme lui, qui a vraiment un cerveau qui est smart, qui sait comprendre ce que je veux, qui sait comment l'appliquer. Et ça me laisse en fait du temps, moi, derrière, pour laisser ma créativité fonctionner, parce que c'est là où est ma zone de génie, c'est trouver des autres idées, essayer de trouver des patterns, essayer de trouver des trucs aux US qui fonctionnent, etc. et les mettre en place, tester. Et une fois que ça fonctionne, créer un process pour recruter une personne qui peut s'en occuper. Donc typiquement là, en 2025, ça va être focus YouTube les makers. Mon objectif sur les prochains mois, sur les prochaines semaines, c'est de poncer à fond YouTube pour les makers. Et une fois que j'ai craqué le système, je recrute une personne qui est meilleure que moi, qui va s'en occuper, qui va tout faire décoller. Donc ouais, tu craques le système, tu recrutes une bonne personne pour faire scaler davantage le truc, et puis tu te lances sur un autre format où ta créativité pourrait être mise à niveau. C'est hyper intéressant comme façon de voir les choses. Et du coup, qu'est-ce qu'un mauvais recrutement? Selon toi, tu parlais du coup des premières erreurs que tu as fait, du fait de recruter. Comment tu recrutes une bonne personne et quelles sont les erreurs que tu dirais, par exemple, à une personne qui se lance, qui a son business qui grossit, qui doit faire des premiers choix de recrutement? Qu'est-ce que tu lui dirais de ne pas faire? Recruter une personne comme lui. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là, c'est je vais recruter un gars comme moi qui va me remplacer. Sauf que si tu recrutes un gars comme toi, ça va être 2 fois toi et vous n'allez pas avancer. Typiquement, moi, Quentin, c'est pas l'opposé, mais presque, où c'est un gars ultra organisé, il n'a pas du tout envie de montrer sa tête, il est bon dans ce qu'il fait, il sait gérer des process, il sait prendre de l'avance, tu vois, sur la publication de newsletters, etc. Moi, je suis quelqu'un d'impulsif et j'arrive pas à faire ça. Donc déjà, si tu veux recruter une première personne qui va t'épauler, c'est recruter une personne qui te complète et non pas une personne qui te ressemble. Ensuite, pour le reste, comme la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo et comme je le fais aussi, c'est on recrute en remote. Donc, il faut des personnes qui soient capables d'être efficaces seules et qui soient, comment on dit, qui sachent travailler tout seul, quoi. Qui n'ait pas besoin de moi, en fait, qui n'ait pas besoin de faire des réunions toutes les semaines pour, tu vois, être sûr que tout fonctionne, etc. J'ai perdu le mot, vous pouvez m'aider. Mais, Peut-être, voilà, je sais pas. Ouais. Autonome, Ouais, je simplement pense. autonome, c'est ça. Voilà. Voilà. Recruter des personnes autonomes. Bien joué, Lucas, tu gagnes un point. Lucas Dico. Parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, moi,
là, j'ai une assistante administrative, elle est autonome à 100%. J'ai Quentin qui est autonome, j'ai des rédacteurs qui sont autonomes, même si Quentin, tu vois, les gère quand même. J'ai un coach pour Audience Mastery qui est autonome. Et en fait, il y a un minimum d'échanges entre nous. Et ça, moi, j'aime bien parce qu'en fait, je ne recrute pas des gens pour être inondé d'emails, inondé de messages, etc. Parce qu'au final, ça devient un taf à temps plein et je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Carrément. Ah, l'idée, c'est d'avoir des gens en qui tu peux faire confiance. Et derrière, t'es pas derrière eux un peu en mode micromanagement. T'es plus en mode, ok, bon ben, au début, il y a une période où on a un gros moment d'échange où, bien sûr, faut que je te forme à ce que j'attends et autres. Mais derrière, je te fais confiance et on avance comme ça, quoi. Et là, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose, c'est confiance. Et moi, il y a un moyen d'avoir confiance aux gens. Peut-être que j'ai tort là-dessus, mais c'est de recruter dans ma communauté. Tu vois, Quentin, c'est un gars qui avait rejoint Niche Empire à l'époque. Il avait payé un coaching 101 avec moi. Et en fait, j'ai parlé avec ce gars. Et je me souviens à raccrocher le téléphone. Et je suis allé vers ma copine. J'ai dit, putain, ce gars-là, il est vraiment smart. Et tu vois, j'aimerais bien bosser avec lui. Et tu vois, c'est comme ça qu'on a bossé ensemble. Mais en fait, avoir des gens de ma communauté, avoir des gens qui ont soit suivi une de mes formations, ou soit typiquement là, la communauté gratuite, les makers, il y a 2 gars qui les ont rejoints, c'est des monteurs vidéo, et ben, c'est eux qui s'occupent de mes vidéos sur Instagram aujourd'hui. Et en fait, il y a une question de confiance un peu comme ça parce que j'ai leur data. Tu vois, si quelqu'un a pris ma formation, j'ai sa carte, tu vois, je sais d'où il vient, etc. Donc, tu as un peu cette confiance, mais surtout, le gars, il a cru en toi ou alors il a compris ta vision à un moment donné pour rentrer dans ta communauté ou rentrer dans ton accompagnement. Et juste ça, déjà, ça fait beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je fais des recrutements et c'est les seuls qui sont mauvais. Quand je recrute sur des recommandations d'autres personnes, parfois j'ai des gens qui ne rentrent pas du tout dans ma vision. Et du coup, il y a un clash parce qu'ils essayent de faire des choses qui ne me ressemblent pas, qui ne ressemblent pas à mes valeurs. Donc, tu vois, la confiance pour moi, c'est ça, c'est avoir une personne qui a compris ta vision, mais aussi avoir une personne dont tu es 100% sûr qu'elle ne va pas te la mettre à l'envers. Parce que très honnêtement, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé, mais dans l'édition de site, dans l'affiliation, il y en a qui ont vraiment fait des dingueries et il faut vraiment faire attention à ça. Et tu vois, je disais à ma copine l'autre jour que, tu vois, c'est dingue, mais moi, ça ne me viendrait jamais à la tête de la mettre à l'envers à quelqu'un. Tu vois, que ce soit un gars qui prenne ma formation et me dire ah bah tiens, il n'a pas vu qu'il a payé 2 fois, je vais garder l'argent, etc. Et tu vois, ça me rend dingue de me dire qu'il y a des gens qui soient comme ça, qui sont prêts à scammer, tu vois, des prestataires, scammer, tu vois, avec des projets NFT, etc. Et voilà, j'aimerais bien que je sois entouré que de gens qui pensent comme moi et du coup, qui vivent dans le monde des bisounours et qui vont rien faire comme ça, quoi. C'est vrai que c'est pas la communauté la plus, la plus safe au monde, l'édition de site, etc. Donc c'est bien aussi d'ajouter cette dose de bienveillance là-dessus. Et d'ailleurs, pour rentrer plus dans le concret, j'ai vu que tu avais si je dis pas de bêtises d'ailleurs, tu me contrediras, hein, que tu avais un objectif de 100K euros par mois avec les makers, c'est bien ça? Ouais. Comment se répartissent les revenus avec les makers? Est-ce que c'est full affiliation édition de site? Est-ce que du coup il y a aussi la partie coach? Et du coup, effectivement, comment tu répartis tout ça pour atteindre justement cet objectif que tu t'es fixé? Alors, aujourd'hui, je ne considère pas que les makers, mais comme en fait, j'essaye de créer un portfolio de business. Et tu vois, Audience Mastery, c'est un portfolio. C'est une partie de mon portfolio et les makers, c'en est un autre. Les makers, c'est principalement que de l'affiliation, mais il y a des partenariats aussi qui vont arriver, notamment à travers la newsletter. Et en fait, les makers, je veux simplement doubler, tripler, quadrupler le revenu en affiliation en faisant beaucoup plus de ce qui fonctionne. Tu vois, donc c'est de l'affiliation, c'est un certain type de produit et je veux faire un peu plus de ça. Pour l'accompagnement, aujourd'hui, donc au moment de cette interview, tu vois, je vais faire beaucoup moins d'efforts pour vendre l'accompagnement parce que en fait, je me rends compte que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai pas du tout envie de forcer les gens à acheter un produit, donc je vais arrêter les pubs, je vais arrêter, tu vois, tout ce tunnel de vente, etc. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire ça. Et donc l'accompagnement va grossir avec les makers parce que les makers, comme je t'ai dit, on va faire une chaîne YouTube qui va forcément ramener des leads, qui va convertir dans l'accompagnement, mais je vais faire aucun travail, ça va être tout en organique. Et là, aujourd'hui, alors encore une fois, pendant qu'on fait cette interview, je me le permets de le dire, mais mon objectif, ça va être aussi de partir en anglais.
où en gros, je vais faire un gros switch en anglais, moi en perso. Et l'idée, c'est de grossir ce portfolio en utilisant ce que j'ai fait en France, ce que j'ai créé en France et ce que je sais qui fonctionne en France et le ramener aux États-Unis ou le ramener en tout cas en anglais pour atteindre ces 100 cas par mois. Donc, comment je vais atteindre ces 100 cas par mois? C'est simplement en faisant grossir ce portfolio de business et en montant en compétences, tu vois, en délégation, en recrutement et en management pour pouvoir faire en sorte que tu vois, les makers, audience mastery tournent tout seuls et que je puisse me focus sur d'autres trucs. Et du coup, ouais, Florian, vachement intéressant ce que tu dis. Tu vois, moi, ça me rappelle, ça résonne un peu à l'époque où je travaillais en start-up. Quand je travaillais pour des gars qui étaient des anciens de Rocket Internet, il y avait un conseil qui revenait tout le temps, c'était replicate what works. Donc, c'est en gros, fais plus de ce qui marche, tu vois. Et ça, c'est un conseil que peu de gens en affiliation, en édition de site vont appliquer. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va marcher, mais au lieu de se concentrer sur ça et d'essayer d'en tirer encore plus, ils vont se dire ah ouais mais il faut que j'essaye un autre truc. C'est toujours ce syndrome de l'objet brillant où tu te dis bon ben ça a marché, ok bon bah, je le laisse de côté, maintenant j'essaye un autre truc. Alors que très souvent tu as meilleur intérêt à ok ça marche, je sais pas, ce programme d'affiliation il marche super bien, donc je vais essayer de réfléchir à comment je peux ramener encore plus de monde là-dessus potentiellement. Ouais, exactement. C'est Alex Hormozy, tu vois, qui en parlait. En fait, il y a 3 questions et 3 étapes à se poser à chaque fois. Et la première, c'est est-ce que aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu as une poule aux œufs d'or? Oui. Ok. Est-ce que tu peux encore faire plus que ce que tu fais actuellement pour faire grossir cette poule? Si la réponse est oui, tu le fais. Si la réponse est non, alors tu peux le faire différemment. Et seulement la dernière étape, je crois, c'est d'innover. Parce qu'en fait, tout le monde veut innover alors que tu peux toujours faire plus que de ce qui fonctionne, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un peu là-dessus que j'ai envie de revenir en 2025. Et c'est recentrer le tout sur un certain type d'affiliation, un moyen de le convertir et faire que ça pendant un an. Hmm. Ça me fait beaucoup penser au livre de Paul Jarvis, Company of One. Je ne sais pas si vous l'avez checké, mais en gros, il y a une des punches dans laquelle il dit qu'aujourd'hui, lui, il se concentre vraiment sur le fait de faire mieux et de pas chercher à faire plus, ben, dans un monde vraiment où tout s'accélère à chaque fois, où on peut être tenté de prendre des raccourcis, tu vois, tiens, il y a l'IA, tiens, il y a ça, tiens, il y a ces nouvelles plateformes qui sortent, et donc du coup, tenter de prendre des raccourcis, là, on pourrait se brûler les ailes, plutôt de se focus sur des choses, d'essayer de faire mieux sur ces choses-là, et quand on a vraiment atteint le mieux, bah, d'ajouter d'autres steps pour aller plus haut, et j'ai vraiment le sentiment que c'est ce que tu fais aujourd'hui. Bah, tu vois, là, je sors du Chiang Mai SEO et il y a un gars, c'était la dernière conférence et franchement, elle était magnifique. C'est un gars qui fait 8 chiffres par an avec son agence SEO. Et en fait, le gars, il est spécialisé dans un truc, c'est agence SEO pour les avocats. Il fait que Ok. ça. Genre, il est spécialisé là-dedans et en fait, son histoire, je vais la faire courte, mais il s'est un peu cassé la gueule, il a forcé, il envoyait des fascicules gratuits, tu vois, des e-books gratuits en fait à tous les avocats de New York, etc. Et aujourd'hui, il a écrit un livre qui est genre SEO for Lawyers. Et du Ok. coup, ce livre rank numéro 1 sur le mot-clé SEO pour avocat. Et c'est comme ça qu'il arrive à avoir des leads. Et c'est comme ça qu'il envoie, en fait, il envoie ce livre gratuit à tous les avocats. Et en fait, le gars, il s'est concentré sur un truc toute sa vie. Là, aujourd'hui, il a quasi 60 piges. C'est Hmm. d'être bon en SEO pour les avocats. Et en fait, il fait trop de thunes parce que les avocats ont de l'argent et ils veulent être premiers en local, tu vois, pour vendre leurs services. Donc ouais, c'est ça, tu vois, il aurait pu regarder l'IA, il aurait pu regarder la crypto, se lancer ou je sais pas quoi, et non, le gars, il est resté dans le SEO pour les avocats, quoi. C'est ça. Tu te lances, t'avances, puis la tempête finira toujours par s'estomper. Donc, c'est un bon Ouais. conseil aussi de se dire, et c'est surtout aux plus jeunes aussi, tu vois, parce que des fois, t'arrives dans le business, t'as 21, t'as 22 piges, bon, t'as pas forcément trop de thunes, tu vois les autres réussir, donc tu peux te dire, mince, tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, si je retourne moi en arrière, je me dis, mais un des meilleurs conseils que j'aurais dû voulu entendre, c'est la patience. Je pense que la patience, c'est un des skills les plus importants à maîtriser quand t'es dans l'entrepreneuriat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais, clairement, la patience et comme tu dis, en fait, enfin, je sais pas, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est si tu fais ce qui fonctionne, tu vois, moi, pareil, au début, j'ai fait site sur les ongles. Mon deuxième site, j'ai voulu innover, j'ai voulu faire un site sur l'écologie, faire un truc, tu vois, créatif, Hmm. machin. Putain, j'aurais fait 3, 4 sites sur les ongles. Je serais parti un peu plus sur la beauté, j'aurais continué, j'aurais fait beaucoup plus de thunes beaucoup plus rapidement. Ouais, Mais non, racheter j'ai ses voulu faire fourrailles. des trucs et ouais, j'aurais racheté Sephora, ouais, putain. Ouais. Moi, je dis souvent, tu vois, sur la patience, un truc que j'aime bien, c'est impatient sur les actions, mais patient sur les résultats.
C'est-à-dire que, en fait, je trouve que faut être plutôt impatient avec soi-même pour avancer, publier des contenus, publier des trucs ou autre encore, sur les actions que tu peux faire, parce que là, finalement, on est les seuls à avoir de l'impact dessus. Mais en revanche, les résultats, bah, t'as pas un impact direct dessus, donc tu es obligé d'être patient avec. Et quand tu es capable d'être patient, ça t'aide beaucoup pour avancer en entrepreneuriat, je trouve en tout cas. Ouais, et puis surtout avoir des KPI que tu maîtrises, comme tu dis, tu vois. Tu peux maîtriser, te dire je vais publier 4 articles par semaine et faire 10 backlinks par mois, mais tu peux pas maîtriser multiplier ton revenu par deux, surtout en SEO. Donc autant tu vas se consacrer sur la publication et le netlinking et tu mets des œillères pendant un an et tu regardes les résultats après. Et en général, ça fonctionne. Donc, Hyper Nickel. cool. Du coup, format suivant, Florian, le principe ça s'appelle la roulette du SEO. Le principe, c'est qu'on tire au sort des questions. Alors, quand on était en live, tu vois, il y avait une espèce de fausse roulette, un espèce de bol qu'on utilisait. Bon, là, on n'est pas en live, donc on les tire juste avant le podcast. Et la première question qui est tombée pour toi, c'est quelle est ta dernière expérience Black Hat SEO? je pense qu'on peut considérer ça comme Black Hat. Là, je viens de lancer un site full auto avec Squatch. Donc voilà, je teste sur une thématique que je connais, j'ai lancé un site et ça rank déjà. Donc je me suis C'est dit beau. pourquoi pas tester, je vois tous ces sites IA là qui explosent de tous les côtés, pourquoi pas le faire? On verra les Ouais, résultats. c'est marrant, on a reçu Franck sur ce podcast, Franck des Wizards, qui nous a aussi beaucoup parlé de Scotch, justement, durant cette interview, donc pour build des sites aussi, Foulia, donc intéressant, tu vois, tu es la deuxième personne qui en parle sur Position Zéro, Ouais. donc vous mettra le Bah, lien tu dans la vois, description. il y a Squatch. J'ai quand même bien testé TextBulker qui fonctionne trop bien aussi. Comme ça, on va citer les autres, mais TextBulker, ça rank comme jamais. Et il y a Hmm. Automatic AI aussi que je vais tester après. Mais ils font des outils de dingue et faut les tester, quoi. Squatch, je précise, hein, ça s'écrit Skoatch, parce que je sais Ouais. que les auditeurs, je sais que souvent on oublie de mettre les liens ensuite en commentaire, donc je précise tout de suite. Et du coup, raconte-nous ouais, ton process pour lancer, tu vois, un site full automatisé comme ça. À part Squatch, est-ce qu'il y a d'autres outils? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est quoi ton process en quelques étapes, quoi? Alors, je prends une niche que je connais. Je sais, tu vois, plus ou moins ce que je veux vendre dessus. Donc, je vais essayer de ranker là-dessus. Je parlais justement au fondateur de Squatch et tu vois, sur le niveau du maillage interne en automatique, ça y est pas encore. Donc, ce que je fais, c'est que mes premiers articles que j'envoie, c'est un batch de tout ce que je vais monétiser. Et comme ça, en fait, tous les articles que je vais publier sur les autres batchs, ils vont faire des liens en interne vers ces premiers articles. Donc, les premiers articles que je vais publier, ça va être les articles qui vont avoir le plus de maillage interne. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième, enfin, première chose, c'est déjà la recherche de mots-clés. Et comment je recherche des mots-clés? Je vais sur des personnes qui sont dans cette niche, qui sont arrivées il n'y a pas longtemps et qui rankent déjà sur des mots-clés où leur courbe a explosé. Et en fait, je prends tous leurs mots-clés parce que je sais qu'ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, ils rankent, donc je prends tous leurs mots-clés et je les envoie sur Squatch. Et après, bah, recherche de mots-clés basiques pour aller pousser, tu vois, les mots-clés transactionnels. Et après, bah, tu laisses tourner, quoi. Donc, je pense que le mieux, c'est de se mettre... Aujourd'hui, comme le maillage interne, il n'est pas encore automatisé à 100%, le but, c'est de lancer un premier batch avec tout ce que tu vas monétiser et tout ce que tu as envie qui rank premier. Tu mets une alarme dès que ce batch est fini. Tu lances un deuxième batch, tu remets une alarme et tu lances, tu vois, au fur et à mesure. Et les derniers articles, c'est ceux que tu as envie les articles que tu as envie d'avoir le moins de maillage interne avec. Ok. Donc ton process, c'est tu builds une première version de site sur WordPress toi-même ou j'ai jamais utilisé Scotch, mais est-ce que Scotch permet par exemple de créer un site ou c'est vraiment juste sur la création de contenu pur? Non, moi j'ai créé le site, j'ai pas vraiment poussé jusque-là, mais non, j'ai créé le site moi-même. Un Ok. site très simple, tu vois, page d'accueil, je fais une page d'accueil avec ChatGPT, avec, tu vois, je sors un texte autour du truc, je mets un persona. Tu crées Il faut que tu crées un persona aussi, tu vois, une personne, ça va être un de tes rédacteurs. Donc tu donnes l'âge, tu donnes, tu vois, sa manière d'écrire, etc. Tu choisis le tutoiement. Et une fois que tu as créé ton persona, que tu as ton site, tu le plugs. Euh, il me semble que c'est... Non, tu n'as même pas besoin de plugin, c'est simplement, tu vois, tu donnes un accès
via un code à ton site et il publie automatiquement. Et tu peux choisir en fait, quand tu mets ton badge de mots-clés, tu peux dire tu commences à publier à partir d'aujourd'hui et toutes les 12 heures, par exemple. Et toutes les 12 heures, il va publier sur ton site. Donc ça permet d'avoir une vélocité de contenu qui est publié sur ton site. Encore une fois, je ne suis pas du tout un pro là-dessus. C'est vraiment la première fois que je fais avec Squatch, mais c'est très simple d'utilisation. Ouais. Et du coup, tu relis pas les contenus, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si ça se positionne, cette IA, en tout cas, cet outil est capable de te produire des contenus suffisamment puissants pour se positionner, quoi. Ouais, ça rank, tu vois, je prends l'exemple de TextBulker où j'avais fait un site déjà avec TextBulker, ça rankait trop bien et très honnêtement, les contenus étaient dingues. Là, sur Squad, j'ai l'impression que c'est un peu moins bien. Alors désolé si je m'y prends pas assez bien, mais je pense que c'est un peu moins bien. Par contre, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je vais sur Href, de temps en temps, je check les positions et s'il y a un article transactionnel qui rank, et tu vois, je prends un rédacteur, je lui dis fais un article dessus, un beau comparatif, ajoute les liens d'affiliation et terminé, tu vois. Mais je ne laisserai pas se positionner comme ça pendant longtemps si l'article n'est pas de qualité. Carrément. Flo, c'est quoi tes challenges SEO pour 2025? SEO, c'est de faire remonter les makers parce qu'en gros, on s'est pris une claque en août qui nous a fait perdre quand même, je pense, quasi 2/3 du trafic. Ok. On a de la chance, c'est qu'on n'a pas été atteint niveau rémunération. Donc, c'est beaucoup d'informationnel, longue traîne, mais enfin de l'informationnel qui faisait du trafic plutôt, qui a été touché. Et là, en fait, le but, c'est de faire remonter ce site proprement, sachant qu'on fait de la qualité, tout est propre. Donc, faire un bel audit SEO, améliorer le maillage interne et continuer à publier comme on le fait et tout simplement optimiser ce site pour qu'il décolle. Quel est le facteur, tu penses, qui a fait chuter le traf? Honnêtement, si je regarde la niche, tu vois, à part quelques acteurs qui sont bien, si je regarde la niche, il y en a beaucoup qui se sont pris des claques. Il y a vraiment beaucoup de sites qui se sont pris des claques en août. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, le site, il a quand même 3 ans, il me semble, un peu plus de 3 ans. J'ai l'impression que Google est très gentil quand tu es neuf. Tu vois, quand tu as un site neuf, il te fait décoller, etc. Il n'y a pas de souci. Mais dès que tu commences à être entre les deux, tu vois, un site qui fait quand même beaucoup de trafic. Tu vois, on était monté à, je crois, à quasi 60 000 par mois, juste avec la GSC. Et dès que tu commences à avoir ce niveau-là et que tu as plus de 3 ans, là, tu te fais un peu taper. Et je pense qu'à ce niveau-là, en fait, il faut juste ne plus être un blog. En fait, il faut avoir soit un service que tu vends, soit que tu fais des ads, tu vois, sur ton site, ou soit que tu transformes ton site en plateforme, mais il faut faire quelque chose. Je ne pense pas qu'un blog puisse durer plus de 5 ans sur Google. C'est-à-dire que quand tu atteins un certain niveau, il faut devenir une entité, une vraie marque. C'est ça un peu ce que tu veux dire aussi derrière ça? Alors, marque, oui et non, parce que très honnêtement, on a quand même beaucoup de citations de partout. Tu vois, niveau marque, on est quand même bien. On a plus de 1000 clics sur la page d'accueil avec juste la recherche les makers, tu vois, tous les mois. Donc, c'est quand même une marque, tu vois, et c'est pas du fake traf. Mais je pense qu'il faut créer quelque chose de plus gros, où en gros, Google le dit, c'est... en gros, il tacle les sites qui font que du SEO, qui vont dans les mots-clés. Donc, c'est soit tu fais de la news et tu te distingues, tu vois, en devenant un vrai média, ou soit tu crées vraiment un produit. Et en fait, il faut qu'il y ait une raison. Et pour moi, là-dessus, c'est que si ton site disparaît et que rien ne change, c'est qu'il y a un problème. Alors que tu vois, si tu as un site et tu as une plateforme, tu as un produit, un service, etc., et si tu disparais, et tu vois, il y a des clients en moins ou il y a des personnes qui ne vont pas être contentes, c'est là où tu deviens intéressant pour Google. Et très honnêtement, aujourd'hui, les makers, si c'est un autre site qui passe devant, il ne se passe rien, quoi. Tu vois, c'est d'autres personnes qui vont donner les résultats. Et... Donc, je pense qu'il faut se protéger par rapport à ça. Il faut devenir utile, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis et on le voit concrètement même en direct sur Google sur plein de requêtes où maintenant, même je regardais maintenant sur des requêtes sport, tu vois, c'est beaucoup les gros qui tombent, tu vois, typiquement même sur des articles blog où avant tu avais plein de petits sites de niche dans le triathlon haute, maintenant c'est du décathlon, tu vois, c'est les gros acteurs qui vendent et qui produisent et du coup j'ai eu beaucoup de personnes qui au début arrivaient à se positionner sur des gros mots-clés, du coup qui faisaient de l'affiliation, etc. Et du coup aujourd'hui on a vraiment les gros médias qui se positionnent davantage et donc ça corrèle totalement avec ce que tu dis. Ouais, il y a médias, mais il y a aussi outils. Tu vois, typiquement, là, à Chiang Mai, pareil, il y avait SEMrush qui rachète tous les sites en ce moment. SEMrush, il rank Kinsta,
tu vois, qui est un hébergeur web, il rank. Et en fait, c'est parce que c'est des outils. Et en fait, les outils avec des blogs, ils se mettent trop bien. Tu vois, Href, c'est pareil, il rank sur tous ces mots-clés-là. Donc, il faut avoir une utilité. Et pour moi, aujourd'hui, il faut soit créer un tool, soit une plateforme, ou soit être utile, tout simplement. Ouais. Après, ouais, les gros médias, forcément. Ouais. Ouais, super intéressant. Ultra intéressant. Et la dernière question qui est tombée à la roulette, c'est combien le SEO coûte à ta boîte aujourd'hui? Pas grand-chose en vrai. Hein. C'est, tu vois, je parlais là, j'ai fait des ads pendant tout 2024 sur ma formation, j'ai voulu tester. J'ai dépensé des sommes astronomiques là-dedans pour un retour qui n'était pas dingue. Alors qu'il y avait les makers à côté qui tournaient tranquillement, où je paye mes rédacteurs. Tu vois, on ne fait pas beaucoup d'articles, hein, on en fait 4 par semaine, il me semble, donc ça ne coûte pas grand-chose. On ne fait pas de netlinking, si jamais il y a des micros. Et en gros, ouais, je pense qu'on est aux alentours de 3000, quelque chose comme ça par mois. Ok. Ok. Quand tu dis pas de netlinking, c'est 0, 0, 0. En vrai, on en fait un peu, mais c'est quand même enfin c'est très très naturel. On a une technique qui permet de récolter un maximum de liens en naturel et on fait presque que ça. Où, tu vois, on eut fait des grosses campagnes, etc., mais on n'en fait plus. Et le netlinking, c'est très 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 faible. On dépense quasiment rien dedans. Flo, on va passer au quatrième format. Merci pour toutes ces réponses. Où là, on va se questionner un peu plus sur tes spécificités. Donc, on a un petit peu creusé avec Luca pour préparer 4-5 questions justement sur cette partie-là. On va commencer par la première. On a vu récemment que tu avais fait une vidéo qui expliquait comment tu avais délégué une grosse partie de ton business. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs en introduction. Est-ce que tu peux, on va aussi revenir un petit peu dessus, mais dire comment, au-delà de comment tu fais pour déléguer, mais comment tu fais concrètement pour déléguer, pour donner les tâches. Donc on sait comment recruter une bonne personne. Maintenant, dans l'opérationnel, comment lui livrer les bonnes tâches, comment avoir je sais pas, des reports efficaces, comment tu gères la relation justement avec tes partenaires aujourd'hui? Alors, on va prendre depuis le début. Typiquement, tu veux déléguer ton netlinking. Tu fais ton netlinking pendant 1 mois ou 2 mois. Et en même temps que tu fais ton netlinking, tu fais une to-do list où en fait vraiment de toutes les tâches que tu fais à chaque fois. Et au bout de 2 mois, tu as une to-do list avec vraiment toutes les choses à faire, mais étape par étape détaillée, que ce soit cliquer sur le bouton à droite, etc., tout détaillé. Et tu mets ça dans un Notion. Moi, j'utilise Notion, où je fais vraiment des looms, où je fais vraiment étape par étape sur tout un process. Et une fois que ton process est prêt, et seulement à ce moment-là, tu recrutes une personne. Comment je recrute? Moi, je fais un Google Form que je poste, alors soit sur Twitter ou soit dans ma communauté, ou tu vois, si tu n'as pas de communauté ou rien du tout, tu peux poster sur des groupes Facebook si tu recherches un rédacteur, un gars qui fait du netlinking. Dans ce Google Form, tu poses toutes les questions nécessaires pour avoir le bon profil. Ça va aller dans un Google Sheet. Tu choisis la bonne personne, tu vois, selon les réponses, tu fais un top 3, tu fais un entretien avec le top 3, tu choisis la bonne personne. Et le gars, en fait, une fois que tu l'as embauché, tu peux directement faire l'onboarding parce que tu as déjà les process de prêt. Et ça, c'est hyper important avant de recruter, parce qu'il y a beaucoup qui oublient qu'il faut faire tous les process. Et une fois que ce gars-là est onboardé et a tous les process, tu peux l'accompagner pendant 1 mois, 2 mois pour toutes les petites questions. Et après ça, normalement, il doit être autonome. Donc ça, c'est pour les tâches. Mais après, au-delà des tâches, tu vois, quotidiennes, où ça, c'est les choses que tu fais tout au début en tant que SEO, tu recrutes que des personnes pour certaines tâches spécifiques. Une fois au moment où il faut recruter des A-players, c'est-à-dire, tu vois, des gars qui sont vraiment capables de prendre des responsabilités, de manager et tout simplement d'être meilleurs que toi dans un domaine, typiquement Quentin, et ben là, il faut aller un peu plus dans le process et c'est là où tu vois, tu dois vraiment soit faire appel à tes connaissances. Tu vois, typiquement, moi, mon assistante administrative, c'est un de mes potes qui, lui, est très carré dans son business, qui me l'a recommandé. Donc ça me permet d'avoir confiance en cette personne. Ou c'est soit une personne de ta communauté, il faut vraiment une personne de confiance et un profil qui est différent du tien. Donc ça, c'est pour le recrutement. Et après, en fait, l'idée, pour moi, c'est d'avoir
des A-players dans différents endroits de mon business. Aujourd'hui, tout ce qui est administratif, c'est délégué. Tout ce qui est gestion des projets, c'est délégué. Aujourd'hui, Quentin, si je lance une nouvelle chaîne YouTube, par exemple, et que je recrute un gars pour YouTube, il va être capable de manager ces personnes-là. Et c'est lui, en gros, qui va être le CEO de toute cette équipe et qui va manager tout ça. Et donc voilà, ça répond à ta question, mais c'est comme ça que je manage au quotidien, c'est comme ça que je recrute. Et moi, mon objectif, comme je le disais, c'est de me dégager un maximum de temps pour faire de la R&D, pour développer ma créativité, tester des trucs, créer des nouveaux process et onboarder des personnes qui vont les prendre. Et comment tu choisis aujourd'hui, tu vois, les tâches que tu délègues? Tu vois, pourquoi plutôt le netlinking plutôt qu'un autre truc? En fait, si je reprends tout au début, il faut vraiment prendre les tâches qui te coûtent le plus de temps, qui t'embêtent le plus et qui te rapportent le moins. Donc, tu vois, c'est ça qu'il faut déléguer tout au début. C'est, tu vois, toutes les tâches, typiquement rédaction, c'est le premier truc à déléguer. Parce qu'en général, si tu commences le SEO, tu n'es pas rédacteur. Netlinking, c'est un des derniers, je pense, à déléguer parce que c'est quand même, tu vois, assez pointu. Et en fait, moi, je fais juste comme ça, en fait, par ordre, où je fais une liste. Exactement, quand je disais comment je délègue le netlinking, je fais 2 mois à faire une liste. Bah là, pareil, je vais prendre 2 mois à faire une liste de toutes les tâches que je fais toutes les semaines. Et je vais faire un 80-20 et je vais garder les 20% qui me plaisent le plus, qui me rapportent le plus et sur lesquels je taffe le moins, mais il y a le plus de résultats. Et tout le reste, je délègue. C'est Ultra intéressant. une bonne méthode, bien charpée. J'aime beaucoup. Deuxième question pour toi, Flo. Bon, on sait qu'il y a une bonne partie du coup de ton business qui repose aussi sur le SEO. Selon toi, quel est l'avenir de l'édition de site et du SEO? Mais c'est bien de lier les deux parce que on parle beaucoup de référencement de manière classique, un peu moins dans l'édition de site. Quand on a plein de sites, quel est selon toi, pardon, l'avenir dans ce secteur? Peu importe la niche. Alors, tu vois, aux conférences de Chiang Mai, il y a Kyle Roof qui a commencé par une presse, je pense qu'il nous a tous laissé sans mots, où en gros, il nous a fait une énorme présentation sur justement l'avenir du SEO et ce qui se passe en ce moment. Et en fait, ça fait des dizaines d'années qu'on nous rabâche que le SEO est mort. À chaque fois, il y a quelque chose. C'est, tu vois, la recherche vocale, il y a toujours quelque chose qui arrive et en ce moment, c'est l'IA et tout le monde est en train de paniquer. Sauf que à chaque fois qu'il y a ces moments de panique, c'est un peu comme dans l'immobilier, c'est là où tous les acteurs se cassent. Tu vois, par exemple, tous les SEO qui n'arrivent pas à s'adapter en ce moment, ils sont en train d'abandonner. Et du coup, il y a un énorme champ libre pour toutes les personnes qui savent s'adapter. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, si ton site n'est pas à zéro, si ton site s'est peut-être un peu cassé la gueule, ou alors tu as un site qui est en train de monter, alors il faut doubler tes efforts en SEO parce que là, il y a énormément d'acteurs qui sont en train de disparaître. Et d'un autre côté, pour valider encore plus cette théorie, tu n'as que des gros acteurs qui rachètent. Typiquement, SEMrush, ils rachètent tous les sites en ce moment. Tu penses vraiment que SEMrush, qui a toute la data de la search, rachèterait des sites s'ils savent que c'est en train de s'effondrer? Je pense pas. Tu vois, il y a un autre acteur en France, c'est tu vois, Yann de Koopman. Tous ses tweets, c'est je rachète tel média, je rachète tel média, je rachète tel média. Donc soit il est fou et il rachète juste par curiosité, ou soit il a quand même une idée derrière la tête. Et en fait, quand tu regardes tous les gros acteurs, ils sont en train de racheter des sites et ils sont en train de doubler la mise sur le SEO. Donc tu vois, pour moi, le SEO, que ce soit les LLM, que ce soit le chat GPT, que ce soit peu importe, ça va toujours fonctionner. Donc, pour moi, si votre SEO fonctionne sur votre site, continuez à bosser là-dessus. Ensuite, il ne faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc là, il y a un algorithme, un moteur de recherche qui est en train d'exploser et qui est vraiment ouvert en ce moment, il faut sauter dessus, c'est YouTube. Tu vois, j'ai fait le test, là, il y a une de mes vidéos qui est en train d'exploser sur la search. C'est un mot-clé qui est concurrentiel sur YouTube, sur Google. Et ben là, j'y suis sur YouTube et j'ai 577 vues par la recherche de YouTube, tu vois, sur les 30 derniers jours. Et en fait, comme on est SEO, on sait comment fonctionne un moteur de recherche. Maintenant, il faut réussir à s'adapter à celui de YouTube et faire exactement la même chose sur YouTube. Et si tu doubles la mise sur le SEO Google et à côté, tu lances une team qui s'occupe de ton SEO sur YouTube, je pense que tu es tranquille. Donc pour moi, l'avenir du SEO, c'est ça. Et encore, ça ne sort pas que de moi, c'est que là, genre des conférences, dans les conférences, tu vois, il y avait qui? Il y avait Stan Leloup, qui est venu parler de YouTube, tu vois, qui est venu parler de sa stratégie YouTube. Et il y avait au moins 3 ou 4 conférences, tu vois, officielles et officieuses,
sur YouTube. Donc là, il y a vraiment un switch qui est en train de se passer où tu vois, il y a beaucoup de SEO qui passent sur YouTube. Ouais, c'est clair, on le voit. On le voit énormément et ma question c'était sur cette fameuse vidéo qui a percé. C'est aujourd'hui tu l'as senti sur une seule vidéo, c'est la première qui a vraiment décollé comme tu l'entends. Et si oui, qu'est-ce que tu estimes, mis à part le fait effectivement que ce soit un mot-clé qui soit bien niché et concurrencé sur Google et que tu as saisi l'opportunité et tu as créé le contenu sur YouTube, quel est selon toi le secret pour éclipser ça? C'est de trouver des mots-clés qui sont vraiment nichés et concurrencés? C'est d'avoir un format qui est un peu différent? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se lance là sur YouTube? En fait, tu as deux techniques. Soit tu vas chercher des mots-clés où il n'y a personne et tu te positionnes. Ça se fait depuis quelques années où tu vas sur, je sais pas, aspirateur sans sac et sans tuyau, j'en sais rien, et tu ranques dessus et tu fais un vieux comparatif avec des images dessus. Ça, tu ranques facilement. Mais par contre, si tu veux attaquer quelque chose de concurrentiel, pour moi, il y a un truc à faire, c'est de ne pas viser la search directement, de créer un contenu qui répond à une question de la search, mais par contre de commencer en contenu viral. C'est-à-dire que ton titre au début, ça va être un contenu, ça va être un titre cliquable avec, tu vois, un hook qui va attirer les gens, tu vois. Et en fait, ça fait que tu vas apparaître dans les suggestions et les gens, ils vont jamais cliquer sur, je sais pas, tu vois, un titre totalement SEO, tu vois, ils vont jamais cliquer là-dessus. Mais par contre, si tu optimises ton titre pour qu'il soit cliqué dans les suggestions, donc que ce soit dans la sidebar ou à la fin d'une vidéo ou sur la page d'accueil, tu fais un bon thumbnail, un bon titre et ton hook, les 30 premières secondes sont vraiment attirantes et tu vois, tu as vraiment envie de rester, et ben là, tu peux profiter en fait de l'effet viral de YouTube. Et une fois que tu as passé, on va dire peut-être 2 semaines, 3 semaines à profiter de ce truc viral-là, et ben là, tu réadaptes ton titre en visant exactement le mot-clé. Et en fait, pour moi, c'est ce qui a fonctionné, c'est que depuis que j'ai changé le titre, je rank sur ce mot-clé-là. Donc aujourd'hui, c'est clair, la description ne sert à rien. Tout ce qui est mots-clés, tags, etc., ça ne sert à rien. Il y a un truc à faire, c'est ta miniature, ton titre et ton hook. Et si les trois ils sont bons, tu fais ce que tu veux avec. C'est pas facile, hein, mais pour moi, c'est la technique. Et il y a deux trucs, tu vois, sur YouTube que je voulais ajouter. Il y en a un premier, c'est qu'on oublie souvent quand tu fais une analyse classique, c'est que tu vas te dire, ouais, il y a tant et tant de recherches pour tel mot sur YouTube ou autre. En fait, il y a aussi aujourd'hui une omniprésence des résultats YouTube sur Google. Qu'en gros, tu cherches un terme sur Google, ben, tu vas voir que très rapidement, tu as des vidéos qui apparaissent et ça augmente, ça augmente, ça augmente. En fait, chaque mois, je refais des recherches que je faisais il y a 3 mois et je vois que maintenant, il y a des vidéos qui sont apparues alors que ce n'était pas le cas avant. Et donc, c'est une opportunité aussi pour des petits acteurs de se positionner sur des requêtes et de générer du trafic comme ça. Et après, il y a une deuxième chose que tu as souligné, effectivement, Florian, c'est que YouTube, il y a un potentiel de viralité. Et nous, on l'a vu sur le podcast, au début, on parlait à des gens qui nous disaient non, mais faites YouTube, il n'y a pas d'avenir ou des trucs comme ça. Moi, je me souviens rien d'une discussion et on en parlait avec Thomas. On était là, mais bien sûr que si, qu'on va pu utiliser ce podcast sur YouTube. Parce qu'en fait, YouTube peut t'apporter la viralité que des plateformes de podcast, notamment Spotify ou Deezer. Il n'y a aucune viralité en fait sur ces plateformes. Ces gens qui viennent t'écouter ou autres, où il y a très très peu de viralité. Et YouTube, c'est aussi ça, sa puissance, c'est qu'il va énormément te recommander ou autre, surtout bah, si tu as fait effectivement une bonne miniature, un bon hook et un bon titre, quoi. Ouais, et puis tu vois, c'est une loupe où, comme tu disais, il y a les résultats Google. Donc typiquement, moi, cette vidéo, maintenant, elle rank sur Google aussi. Mais maintenant, j'ai aussi un article sur les makers qui parle de ce mot-clé-là. Ça fait que dès qu'une personne recherche ce mot-clé-là, elle va lire mon article, elle va voir la vidéo, ça va ramener des vues sur la vidéo. Et une personne qui est sur YouTube va rechercher, je vais ranker dessus, elle va regarder. Donc en fait, ça fait une loupe entre la search, tes articles et YouTube. Et si tu fais ça sur chaque article de ton site, normalement, tu vois, tu devrais bien te démerder. Et tu vois, typiquement pour les podcasts, vous pourriez faire la même chose. Tu vois, vous m'invitez, vous avez un sujet en tête que vous voulez faire, et bah, le titre de la vidéo et le hook, tu vois, l'intro de cette vidéo, ça va être ce sujet-là. Et je suis persuadé que ça rankerait comme ça. Mais Ouais. Ouais, non, mais là, il y en a on le pas. voit de plus en plus, hein, tu vois, on n'a plus trop de titles, genre, ouais, comment faire une bonne recherche mot-clé, mais c'est plutôt, j'ai pris ma première grosse claque dans ce, tu vois, où Ouais. j'ai quelque chose qui te donne envie d'en savoir plus et de comprendre, même s'il n'y a pas ton mot-clé ou autre, bah, au final, ce sera presque plus efficace. Il faut sortir effectivement de ce scope trop SEO de vouloir foutre son mot-clé absolument partout. Ouais, et puis en fait, il y a un truc où plus tu as de vues, plus tu ranks premier. En fait, c'est un truc bête, mais si tu as une vidéo
à 300 000 vues et une à 20 000, c'est celle à 300 000 qui va ranker en premier. Donc en fait, après, il suffit juste de changer ton titre. Ouais. Et après que tu aies fait la viralité, et en fait, le gars, il va rechercher un mot-clé, il va voir le titre optimisé SEO, plus 300 000 vues. Il va se dire, OK, bah, je clique sur celle-ci. Et du coup, tu vas gagner encore plus de vues. Donc, ouais. Tu le fais ça? Modifier tes titles quand... Enfin, tu as déjà vu des gens le faire? C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément Alors, pensé. j'ai déjà vu des gens le faire, et moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour cette vidéo-là. Où en gros, elle avait Ok. zéro search. Et maintenant, elle a, bah, comme je te disais, tu vois, elle fait 600 visites par mois, et ça fait qu'augmenter. Ok, hyper clair. Ouais, très bon conseil, parce que je pense 99% des gens qui publient une vidéo sur YouTube ont tendance à jamais changer le titre ou jamais le retravailler. Alors que là, ben, je pense que c'est un conseil ultra puissant pour les auditeurs. Ouais, tu vois, c'est les Wizards qui ont sorti une formation. C'est qui? C'est Franck, je crois, qui a sorti une formation YouTube. Et tu vois, il a rien dit, hein, mais il y a une personne qui m'a demandé comment j'avais fait. J'ai répondu ce message-là et je vois Franck qui like juste ma réponse. Tu vois, ça fait que Franck, je pense qu'il pense exactement la même chose. Donc, c'est clairement le truc en ce moment. Ouais. Carrément. Non, mais c'est clair. Puis partout, même on le voit énormément, même sur des formats plus courts, hein, Insta, TikTok, même dans les Discover, c'est être entrepreneur. Ah, enfin, tu vois, c'est quelque chose qui crée, en fait, qui suscite l'intérêt. Tu vas se dire, bah, ok, sur ce contenu, je vais pas trouver ce que tous les autres rabâchent sur ce sujet. Tu vois, il va y avoir une approche différente. Effectivement, c'est hyper cool que tu le mettes en avant. Et d'ailleurs, on a une question qui est troisième question de ce format, du coup, qui va un peu dans le sens avec tout ça, en plus un peu lié sur l'affiliation. D'ailleurs, on avait posé exactement cette même question à Franck, elle était tombée aussi. C'est simplement que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Internet ou autre, c'est comment trouver des bonnes niches rentables en 2025. Quel est ton processus? Tu te dis, ok, j'ai du temps devant moi. Allez, j'ai suivi la formation de Flo où il y a potentiellement réponse à cette question déjà. Mais comment, toi, quelles sont les étapes que tu donnerais à une personne qui veut trouver une bonne niche, qui n'est pas prise par tout le monde et dans lequel il pourrait générer ses premiers K euros? Alors, je vais te donner un process qui est accessible gratuitement, d'ailleurs, si tu rejoins ma formation. Et en gros, tu vas trouver un sujet tendance. Moi, tu vois, j'aime bien utiliser Exploding Topic, par exemple. Donc, tu te lances dans le sport, dans la musculation. Tu vas essayer de rechercher autour de la musculation dans Exploding Topics et tu vas trouver un sujet qui est en pleine explosion. Donc, un sujet tendance. Tu vas le valider avec Google Trends parce que tu n'as pas accès à tout sur Exploding Topics, mais Google Trends est gratuit. Donc, tu prends ce sujet-là, tu le mets sur Google Trends et tu regardes la courbe. Et si sur les 2 dernières années, en anglais, ce sujet a explosé, c'est-à-dire qu'il va forcément exploser en France. Donc ça, en fait, ça va te permettre de rentrer par la petite porte dans une thématique qui est plus ou moins concurrentielle. Et tu vois, dans Audience Mastery, il y a un challenge de 90 jours, et moi, je l'ai fait, tu vois, pour montrer comment ça fonctionne. J'ai choisi un sujet dans le sport, et bingo, ça a ranké en 2 secondes, et j'ai fait mes premières ventes en moins de 90 jours, tu vois. Parce que tu as des sujets tendances qui ne sont pas encore couverts, et toi, tu peux arriver avec un petit site et le couvrir facilement. Et ensuite, comment trouver une affiliation rentable? Je pourrais mentir en disant qu'il y a un secret, mais pour moi, déjà, c'est le temps et l'expérience, parce que tout le monde se casse la gueule sur des petits programmes d'affiliation qui ne fonctionnent pas. Tu vois, que ce soit Amazon où tu ne fais pas beaucoup de commissions, que ce soit, tu as des trucs comme Awin, etc. Tout le monde se casse la gueule là-dessus. Mais en fait, plus tu es pugnace, plus tu restes dans une thématique, plus tu commences à connaître les petits filons et plus tu commences à connaître ce qui se vend vraiment, et plus tu vas trouver des programmes à haute commission et si possible en recurring. Mais après, il y a une technique assez simple pour trouver un programme d'affiliation qui fonctionne, c'est que tu vas sur un site dans ta thématique, un site qui va être un de tes concurrents, et tu navigues sur le site et tu regardes les pop-up et les sidebars. Et en fait, les pop-up et sidebars, en général, c'est là où il y a les programmes d'affiliation qui rapportent le plus, parce que les gars, ils rabâchent de la même chose. Donc si tu fais ça sur un site, tu vas forcément trouver ces programmes d'affiliation qui lui rapportent le plus. Ah, j'avais aussi, pour l'avoir un peu fait aussi avec mon site sur la biérologie, 2 conseils qui sont complémentaires avec ce que donne Florian. Moi, un premier dont je me suis rendu compte, c'est il faut essayer, idéalement quand même, quand tu cherches une niche, réfléchir à une niche où les produits ont un prix qui est intéressant. Moi, typiquement, sur la bière pendant longtemps, je faisais que de parler de différentes bières. Mais en fait, les gens, ils l'achetaient derrière.
ça se vendait 3 euros. Moi, je touchais 30 centimes, tu vois. Donc, si tu veux, avant de vivre avec ça, c'est très très long, quoi. Et à un moment, j'avais switché et j'avais remarqué que les tireuses à bière, c'était vachement intéressant. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais il y avait toute une mode, bah, justement, c'était un thème qui explosait. C'était les petites tireuses que tu pouvais avoir chez toi à la maison. Et ça explosait. Et du coup, à partir de là, bah, j'étais un peu le seul sur cette niche. Et ça m'a permis de générer beaucoup plus de revenus. Et là, quand quelqu'un achète une tireuse, bon, bah, c'est 300 euros. Derrière la tireuse, il faut qu'il achète des fûts spécifiques. Donc, il rachète des fûts. Donc, tu avais un peu ce côté recurring qui devenait intéressant. Après, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce que c'est un peu passé de mode, entre guillemets, sur ce sujet. Et de même, ce qui était intéressant, tu disais, Florian, les pop-up et tout. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu travailles avec un site qui, lui, fait du bon boulot, c'est-à-dire que lui, derrière, il va faire de l'ads, donc des publicités, du retargeting, ce genre de choses. En fait, toi, tu as beaucoup plus de chances de gagner de l'argent derrière parce que tu vas envoyer des gens chez eux. Et c'est pas juste les gens vont venir et s'ils achètent pas tout de suite, bon ben ils reviennent jamais. Si le site derrière il fait du retargeting sur Instagram, Facebook ou autre, en fait tu as 10 fois plus de chances, surtout si tu as un cookie qui se passe sur 30 jours, bah, tu as 10 fois plus de chances que ça vende derrière, quoi. Ouais, clairement. Et en fait, tu vois, dans toutes les niches, tu as un programme d'affiliation qui est la poule aux œufs d'or pour tout le monde. Et tu vois, par exemple, tu vois les sites, bon après c'est logique, mais tu vois les sites tech, c'est souvent les VPN. En fait, ils font de l'affiliation avec plein de trucs, mais c'est les VPN. Tu vois, il y a Presse Citron aujourd'hui, il fait quoi? Full VPN, c'est ce qu'il met à peu près partout. Tu vois, tout ce qui est nutrition. Tu as les compléments alimentaires, donc soit brûleurs de graisse ou tu vois, des compléments principalement brûleurs de graisse en fait, qui va rapporter l'argent, mais c'est un peu euh, spammy, tu vois, les brûleurs de graisse. Et un autre truc, c'est les extracteurs de jus, où tu vois, personne n'y pense, mais les extracteurs de jus, ça rapporte une blinde parce que ça coûte hyper cher. Et en fait, à chaque fois, dans chaque niche, tu peux faire un article, tu peux faire un site, tu vois, d'autorité en couvrant tous les mots-clés, mais il y a toujours un truc qui est ta vache à lait, et c'est tout le temps le programme d'affiliation qui est en pop-up et sidebar de partout sur le site. Et donc, ouais, il faut trouver ce produit-là. Ouais, ça me rappelle du coup ce que disait Franck sur ce podcast, où lui il nous a livré un peu sa méthode. On lui a demandé pareil la même chose. Comment tu trouves des bonnes niches intéressantes pour 2025? Il dit bah souvent c'est simple, je me lève, je sors de chez moi, je rentre dans la première pharmacie et je regarde les produits nouveautés, les top produits, les top promos, genre tu sais tout ce qui est pastilles pour être focus ou les champignons qui remplacent le café ou tous ces trucs-là, tu vois, les pastilles d'hydratation pour être plus performant quand tu fais du sport. Et si tu vois quelque chose qui est en nouveauté, en top product, top vente, bah, tu sais que c'est quelque chose qui peut fonctionner et qui derrière, après quand tu checks sur des marchés US où ils sont peut-être plus en avance sur certains sujets, tu confirmes ça et tu te dis bah go, pourquoi pas me lancer là-dessus aussi. Tu vois, il faut juste d'être curieux, de regarder, d'ouvrir les yeux quand tu sors de chez toi et de voir tout ça. J'aime bien cette approche parce que tu vois, tout le temps quand on pose la question, tu restes enfermé dans l'écran, tu as envie de trouver un truc sur ton écran. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans des centres commerciaux, tu vois. Et je déteste faire les courses, mais par contre, il y a un truc que j'aime bien, c'est d'aller dans un rayon magazine et d'aller feuilleter les magazines. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, mais un magazine sur la nutrition, c'est exactement la même chose qu'un site sur la nutrition. Et en fait, tu vas regarder, tu vas feuilleter le magazine et tu regardes, il y a des pubs toutes les 2 pages, tu vois, et tu Ouais. regardes les produits qu'ils mettent en avant, tu regardes ceux qui sont sponsorisés, et là, tu vas forcément trouver des produits, et ça va même te donner des idées sur, tu vois, le type d'article que tu pourrais faire, comment catégoriser ton site, etc. Donc ouais, des fois, c'est bien de sortir de chez soi et Qui n'est d'aller pas dans sur une pharmacie. clair. Ou de faire du sport J'imagine ou trop Franck, rester sur l'ordi, quoi, c'est j'imagine important. Franck aller dans une pharmacie juste pour checker ça, quoi. C'est magnifique. Avec une capuche, et il se C'est cache. hébreu, tu sais, un peu comme ça. Magique. Trop bien, bah du coup Flo, on va te poser la dernière question de ce podcast. Tu vois, ce qu'on a remarqué avec Thomas en préparant le podcast, c'est que il y a beaucoup de gens qui te parlent de comment faire 1K en affiliation ou en édition de site, comment faire 2000 euros par mois ou autre. Mais en fait, il y a très peu de conseils qui sont axés comment passer de, quand tu as fait les 2000, comment passer à 50 000 ou à 10 000 même potentiellement. Et quels conseils tu donnerais toi là-dessus? Tu vois, toi qui l'as fait et qui conseille des gens là-dessus, quels conseils tu donnerais? Alors, je pense qu'il y a différentes manières de scaler quelque chose qui fonctionne. La première, avant de recruter ou quoi que ce soit, c'est regarder ton site, voir où tu ranks, voir ce qui te rapporte et voir s'il y a d'autres produits exactement le même type de produit,
mais chez un concurrent, tu vois, qui pourrait te rapporter autant. Et du coup, mettre à fond de contenu là-dessus parce que Google t'apprécie autour de ce topic-là. Donc, autant mettre à fond du contenu là-dessus et essayer d'aller chercher des programmes d'affiliation similaires à celui qui te rapporte le plus. Donc ça, c'est le premier truc et potentiellement, tu peux faire déjà de 2000 à 4000 ou voire 5000 assez facilement. Et la deuxième chose, c'est recruter une équipe qui va s'occuper de ton site pour toi, créer des autres sites pour aller inonder ta niche. Donc, tu vois, il y a pas beaucoup de monde qui en parle, mais tu vois, c'est une fois que tu as fait un site et que tu ranques premier ou cinquième sur une niche, sur un mot-clé, un type de mot-clé, et ben, tu vas créer des autres sites pour aller monopoliser ces mots-clés-là et prendre toute la place. Mais ça, tu peux pas le faire tout seul, ou alors tu dois tout automatiser. Moi, je suis nul là-dedans, donc tu vois, je préfère recruter une team qui va faire grandir mon site et pouvoir m'occuper des autres sites pour aller inonder cette niche. Et je pense que si tu fais ça, tu te sécurises facilement à 10 000 balles par mois, voire plus, parce que tu as déjà un produit qui te rapporte 2000 balles. Donc si tu le fais ça 3 fois et que tu vois, es en première, deuxième et troisième position sur un mot-clé, tu vas forcément faire plus d'argent. Et après, je pense, une autre chose, c'est soit élargir dans la thématique ou partir sur une autre langue. Ou tu vois, si tu connais si bien le marché, tu connais exactement les prix, si ton produit est disponible dans un autre pays, et pourquoi pas tu vas aller faire le même site dans une autre langue. Et peut-être des trucs moins concurrentiels ou alors plus concurrentiels. Typiquement, tu as un site qui marche en France, tu sais exactement ce qu'il rapporte, ton produit il est disponible aux États-Unis, fais-le en anglais. Ça va peut-être te prendre plus de temps, mais tu vas réussir à te prendre des positions. Il y a beaucoup plus de recherches, il y a beaucoup plus d'achats. Les gens sont beaucoup plus à même à acheter là-bas, donc fais-le en anglais. Et d'ailleurs, même en dehors de l'anglais, alors l'anglais, clairement, hein, 100% d'accord, je pense que c'est le plus gros marché. Mais pour ceux qui auraient peut-être peur de ça, souvent il y a des marchés européens qui sont un peu plus à la traîne, comme l'Italie, qui reste quand même un très gros pays, ou l'Espagne, souvent. Alors, c'est pas le cas dans toutes les niches, mais souvent ils sont un peu en retard par rapport à la France. Et souvent c'est intéressant d'aller aussi un petit peu regarder là-bas. Alors après, le problème, c'est qu'ils sont aussi en retard souvent sur les programmes d'affiliation ou autres, mais toujours un petit peu à regarder, quoi. Et quand tu Ouais. crées différents sites, est-ce qu'il y a tu vois, est-ce qu'il faut isoler les IP? Est-ce qu'il faut les créer tu vois, t'en fais un sur Planet Toaster, t'en fais un autre part. Merci au sponsor de cette vidéo, Planet Toaster, encore une fois. T'as des conseils là-dessus ou vraiment, franchement, ça change rien à partir du moment où le contenu est là? En fait, si tu fais de la qualité, je pense pas que ça change. Tu vois, il y a les plus gros, tu vois, Dotdash, typiquement, ils s'en cachent pas. Tu vas sur leur site, Dotdash Meredith, il y a le lien de tout leur site. Tu vois, et ils disent, voilà, ça c'est tous nos sites. Donc, moi, je suis pas du tout dans le pur black hat où, tu vois, je fais des sites dégueulasses à droite à gauche. Mes sites sont propres, ils répondent à une question, et j'ai rien contre le black hat, hein, mais tu vois, c'est comme ça qu'ils font d'habitude. Et je- comme je fais des trucs propres, en fait, je m'en fous. Et tu vois, encore une fois, hein, c'est pareil, tu as des gros acteurs en France, la Fabrique du Net, etc. Il y a tous leurs sites en footer. Hmm. Donc non, moi je m'en fous. Et, même IP, enfin non, peut-être IP différente quand même. Tu vois, typiquement, moi je suis pas chez Planet Toaster, mais j'y suis resté pendant très longtemps. Et tu vois, moi ce que je fais en général, c'est racheter une nouvelle adresse IP sur le même serveur. Hmm. Ouais, carrément. C'est très très intéressant. Et on en profite du coup pour vous remettre du coup la petite information. N'hésitez pas si vous avez besoin d'héberger vos sites, de vous lancer dans l'affiliation. On vous a dégoté un 35% de réduction. Le code pour Planet Toaster se trouve dans la description de Je vais cette quand vidéo. même rajouter juste un truc avant, c'est Vas-y. qu'il y a un truc à faire attention, c'est par contre mettre toujours une Google Search Console différente. Parce qu'il y a trop Ouais. d'exemples aux États-Unis, notamment c'est quoi, Niche Site Lady, qui en a parlé, et elle s'est fait strike tous ses comptes qui étaient sur le Google Search Console. Donc il y a un Hmm. truc à faire, c'est au moins créer une nouvelle adresse et créer une nouvelle Google Search Console si tu veux faire un autre site. Ouais. Très bon conseil. Très très bon conseil. Tu as autre chose à rajouter pour le mot de la fin? Non, ça ira. Comme d'hab, lancez-vous, faites des sites internet, faites de l'affiliation et régalez-vous. Exactement. Le monde des possibles est ouvert avec l'Internet. Merci. Merci Ouais. encore d'être venu. C'était top. Merci à vous pour l'invite, c'était un vrai régal. Merci Flo, merci beaucoup. Et merci aux auditeurs, à tout le monde qui a écouté. À très vite. Salut. Allez, ciao. Ciao, ciao!